En l'an 2014, dans notre ère, toute l'industrie du cinéma est dominée par des films longs de plus de 3 heures. Toutes? Non! Heureusement, des productions résistent encore et toujours à l'envahisseur. Bonjour tout le monde, le film dont je vais vous parler aujourd'hui va être assez délicat à aborder puisqu'il s'agit d'une adaptation, et non pas n'importe laquelle des adaptations, une adaptation d'un de mes romans préférés. Il s'agit en effet de l'adaptation du Passeur de Lois Lowry, un roman jeunesse qui m'a absolument bluffé, qui parle d'une société dystopique. Alors oui, moi je me tape du Victor Hugo, du Stendhal, du Dostoïevski, du Tolstoï, tout ce que tu veux, mais un de mes bouquins préférés, ça reste un roman jeunesse. On se refait pas, hein. Au niveau du sujet des adaptations de livres en film, en fait je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Durandal, qu'on peut en fait très difficilement les comparer puisque ce ne sont pas les mêmes supports, ils n'ont pas du tout les mêmes intentions et pas du tout les mêmes manières de faire. Je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez puisque je suis d'accord en tout point avec ce qu'il dit, donc ça sert à rien que je déblatère pendant 3 heures, il y a quelqu'un qui l'a fait beaucoup mieux que moi. Il n'empêche, pour moi une adaptation doit toujours être fidèle à l'œuvre d'origine et ne pas la dénaturer. Or il arrive très souvent qu'une œuvre soit complètement dénaturée et ne ressemble plus du tout au matériau d'origine une fois adapté. C'était ce que je craignais ici et ce n'est pas du tout le cas. On sent que Philip Noyce est un grand fan de l'œuvre originale et qu'il a vraiment voulu l'adapter, garder tout son esprit et garder tout ce que cette œuvre a de bon. L'adaptation du Passeur devenu The Giver en film est donc réalisée par Philip Noyce avec, je sors les notes parce qu'il y a un grand casting, Jeff Bridges qui joue donc le rôle du Passeur, Meryl Streep, Brenton Thwaites qui est le personnage principal, Odeya Rush, Alexander Skarsgård et Katie Holmes. L'histoire se situe donc dans une société dystopique qui se place dans un futur très lointain où en fait tout a été fait à l'identique, tout a été fait pour nier les différences entre les êtres, pour qu'il n'y ait plus aucune inégalité. Et on y suit les évolutions de Jonas, un jeune homme qui va passer un nouveau grade dans cette société où on va lui attribuer le rôle qu'il va jouer durant toute sa vie pour contribuer dans cette société. Alors déjà il y a un petit truc qui me chiffonne, mais ça c'est parce que je suis un peu tatillonne et chiante et une seule chieuse, hein, on peut le dire. Pourquoi, puisque le livre a été adapté en français et qu'il s'appelle Le Passeur, pourquoi ne pas avoir traduit le titre du film et avoir donné The Giver? Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on perd une poésie et une idée de transmission qu'il y avait dans Le Passeur, et The Giver perd un petit peu cet aspect-là et je trouvais ça un peu dommage. Comme je vous le disais en introduction, on a enfin un film court qui fait seulement 1h30 et non pas les 3 heures habituelles qui semblent être devenues la norme dans le cinéma. Mais eh ben oui, parce que je suis jamais contente et que je suis une sale chieuse, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. Là je trouve qu'il manque un petit peu de temps pour poser le fond et pour mieux poser l'univers, parce que je trouve qu'on rentre tout de suite directement dans le feu de l'action. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit plus étoffé. Un truc que je trouve dommage aussi, c'est le fait que Jonas explique tout en fait, qu'il soit un espèce de narrateur omniscient et qu'il nous raconte son histoire. Je trouve que ça casse complètement l'immersion et qu'on se retrouve trop face à une histoire qui nous est racontée. Du coup en fait on connaît déjà la fin dès le début du film puisqu'on sait qu'il n'y a plus d'enjeu vu qu'il parle au passé de sa société, on sait qu'il a réussi à faire sa mission, à sauver le monde, etc. Je trouve que c'est dommage parce que ça donne beaucoup moins d'ampleur et beaucoup moins d'enjeu à ce qui va se passer par la suite. Pour faire un petit parallèle au bouquin, je me rappelle qu'un des trucs qui avait fait sa plus grande force, c'était la naïveté totale du ton. Ça donnait une espèce de puissance et d'ampleur aux propos, puisque le personnage était complètement naïf et en fait on apprenait les choses en même temps que lui et on progressait en même temps que lui. Or là, dès le début du film, Jonas s'exprime de manière pas du tout naïve, puisqu'il nous raconte en narrateur, en voix off, ce qu'il va se passer. Donc on perd complètement ce côté naïf. Et de même, j'ai trouvé tous les personnages en fait pas assez froids et pas assez naïfs et pas assez lisses pour ce type de propos, puisque le propos principal c'est d'être dans une société où tous les sentiments ont été enlevés. Or je trouve les personnages trop joyeux, trop expansifs, trop extravertis pour être des personnages qui n'ont plus de sentiments. On le sent qu'ils rigolent, qu'ils ont de la joie, en plus ils ont des amis, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Je me rappelle dans le livre, les amis étaient en fait choisis par les grands sages et c'était quelque chose qui n'était pas vraiment de l'amitié, c'était plus pour entretenir une vie sociale et pour ne pas virer à la folie, pour ne pas que les êtres humains se retrouvent seuls. Les grands sages incitaient à avoir des rapports comme ça collectifs avec les autres, mais ce n'était pas de l'amitié au sens amitié. Or là, dès le début du film, ils se définissent comme des amis.
Ça fonctionne pas. Si t'as plus de sentiments, si t'as plus de perception de ce genre de choses, tu peux pas être ami. L'amitié c'est un sentiment, c'est proche de l'amour quand même. Donc ça ne fonctionne pas. En parlant d'amour, un des changements principaux entre le livre et le film, c'est qu'ils ont rajouté une histoire d'amour dans le film. J'avais peur que ça serve à rien et que ce soit juste complètement niais et que ce soit nul à chier. En fait c'est plutôt pas mal parce que comme le propos parle de la perte des sentiments, etc., Jonas qui découvre l'amour c'est plutôt intéressant. D'autant plus que le personnage féminin sert au final la quête de Jonas. Ils ont fait en sorte que ce soit un personnage qui soit utile et qui ne soit pas placé là en position de stéréotype juste pour faire la nana qui est amoureuse et la nana à aimer quoi. Un des points forts principaux de ce film, je trouve, et qui prouve toute la passion de Philip Noyce pour ce roman, où on voit toute la passion qu'il y a mis et tout le plaisir qu'il a eu à faire cette adaptation, c'est la photographie. En effet, au début, les êtres humains ne perçoivent pas la couleur, donc on est dans un noir et blanc très froid, qui est à mon avis, je pense, en nuances de noir et de blanc seulement. Puis, petit à petit, ce noir et blanc se réchauffe et on y inclut un petit peu des teintes de jaune, ce qui fait qu'il vire à un quasi sépia. Et puis, quand Jonas découvre la couleur, on passe dans un noir et blanc, on passe d'un monde en noir et blanc, pardon, à un monde en couleur, mais vu qu'il n'a pas encore les capacités de percevoir absolument toutes les couleurs, ce sont des couleurs qui sont très désaturées, très froides. Et au fur et à mesure du film, en même temps que l'apprentissage de Jonas, le film va se réchauffer et va avoir de plus en plus de nuances de couleurs, va avoir une perception du monde qui va complètement changer. J'ai trouvé ça fabuleux. En plus, la photographie est très belle puisqu'on a par moments des choses qui sont de l'ordre de l'abstraction. Quand Jonas regarde le monde autour de lui, il se rend compte que les choses changent et on a des espèces de plaques de couleurs avec un effet de flou, de matière, c'est très très beau. Ça fait vraiment penser à la photo pictorialiste des années 80. Donc j'ai trouvé que la photographie servait à merveille le propos et je trouvais que rien qu'avec ça, ça prouvait que Philip Noyce avait absolument tout compris du roman d'origine. Un dernier petit point qui je trouve fonctionne pas trop, toujours par rapport aux sentiments, c'est que au début, les personnages font des blagues, ils se taquinent et ils font des blagues notamment sur la future fonction qu'ils vont occuper et ils disent « Ah, j'aimerais ne pas occuper ça, etc. » Déjà, si on vit dans un monde qui a supprimé les inégalités, il ne devrait pas y avoir de blagues qui puissent recréer une inégalité, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de fonction qui soit sous-estimée par rapport à une autre. Donc déjà ça, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais aussi le fait qu'ils fassent des blagues, qu'ils se taquinent, ça fonctionne pas, puisque pour faire des blagues, ça suppose avoir une notion d'humour, une notion de second degré et une notion de... Enfin voilà, ça suppose d'avoir plein de notions qui ne fonctionnent pas si jamais on n'a pas de sentiments. Quelque chose qui est plutôt bien géré, je trouve, c'est la passation des souvenirs du passeur à Jonas, qui est très très bien opéré. On a des images d'archives qui se mêlent à des images absolument magnifiques qui sont tournées au cinéma. En fait, c'est des moments qui sont très émouvant, je trouve. Moi, ça m'a pris aux tripes, surtout quand on revoit des images d'archives des grands événements du XXe siècle. En tant qu'être humain, on se sent replacé dans un espèce de contexte global et on se sent appartenir à une espèce quand on regarde ça, je trouve. Je trouve que c'est très joli, c'est très bien foutu, très émouvant, ça fonctionne très bien. Une dernière chose qui a changé du livre par rapport au film, c'est que en fait le film se conclut vraiment. Tandis que le livre nous laisse dans une fin latente. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on ne sait pas si Jonas va accomplir sa mission, donc on est un petit peu dans une expectative. C'est une fin qui est très ouverte et qui laisse parler l'imagination du lecteur. Quelque chose que j'aime beaucoup. Là, la fin du film est quand même vachement plaquée. Et je me dis qu'il aurait pu être plus ambitieux et nous faire une fin moins stéréotypée que ça. De manière générale, je trouve que le film est trop aseptisé, il est trop hollywoodisé, il manque d'ampleur et de profondeur. Avec un propos pareil, il y avait moyen de s'éclater, de faire vraiment quelque chose de plus à fond et de plus osé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas aseptisé la cruauté de cette société, notamment en ce qui concerne l'élargissement. Ce qui est de bien, c'est qu'il y a des scènes qui sont tout à fait 100% fidèles au bouquin. Je les imaginais exactement comme ça. Mais c'est trop standardisé comme vision des choses. J'étais un petit peu déçue. Il manquait une pointe d'originalité, une pointe d'audace, une pointe de folie, puisque là j'ai l'impression qu'il a limite adapté presque trait pour trait le livre, mais que du coup il en a perdu l'essence originale et que du coup ce film n'est pas assez original. Parlons un petit peu du jeu d'acteur. Dans l'ensemble, c'est plutôt très bon, notamment Jeff Bridges qui joue le passeur. Le passeur, je me l'imaginais exactement comme ça, qui parle exactement comme ça, physiquement comme ça, et il est parfait. Même l'acteur qui joue Jonas joue très très bien. Le jeu d'acteur est plutôt très très bon, comme je vous l'ai dit. Surtout les parents de Jonas que j'ai trouvé là par contre très bien dans leur rôle très froid, de grande figure autoritaire.
J'aurais bien aimé que la mise en scène soit plus audacieuse à certains moments. Comme je vous l'ai dit, la photographie sert à merveille le propos, mais j'aurais bien aimé que la bande-son serve aussi. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'au début, quand Jonas ne connaissait pas la musique, il n'y ait pas de musique, et que ce soit seulement avec son apprentissage qu'il y ait au fur et à mesure de la musique qui apparaisse. Je trouve en fait que Philip Noyce n'est pas allé jusqu'au bout dans ses idées, dans sa démarche, il n'a pas assez mis sa mise en scène au service de cette œuvre. Je trouve qu'il n'a pas assez fouillé son propos. C'est vraiment ça qui me dérange le plus en fait dans ce film, c'est que c'est trop plaqué. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comparent ce film à Divergent ou à Hunger Games. Personnellement j'ai pas vu les Hunger Games donc je ne peux pas voir. Après pour ce qui est de Divergent, oui je comprends tout à fait qu'on puisse le comparer, mais il ne faut pas oublier que c'est adapté d'un livre et ce livre était là en premier. Il ne faut pas oublier que c'était un des premiers livres de littérature jeunesse à parler de société dystopique. Donc oui peut-être que ce film arrive un petit peu trop tard, mais en même temps il est adapté d'un bouquin et le bouquin lui était là en premier. D'autant plus que je trouve que par rapport à Divergent qui est vraiment un divertissement sans plus, qui est un petit peu fadasse, là il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus profond, même si à mon sens ça manque encore de profondeur et encore de fouillis, c'est quand même vraiment mieux que Divergent. Pour conclure, je pensais que ce film allait être une catastrophe et que mon roman préféré, Passé à la moulinette d'Hollywood, ça allait être complètement aseptisé, complètement dégueulasse. Alors c'est pas le cas, c'est plutôt pas mal, même si c'est clairement pas le film de l'année, c'est pas révolutionnaire et j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus fouillé. Mais bon, si vous aimez ce genre-là, je vous recommande quand même vraiment grandement de lire le bouquin avant ou après d'avoir vu le film, peu importe, mais lisez le livre parce que le livre est quand même vachement plus profond, vachement mieux. Ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez vu le film pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine fois. Salut!